Bonjour à tous, merci à ceux qui sont déjà connectés. On va encore attendre quelques instants pour que tout le monde se connecte. Voilà, et au passage, vous pouvez vérifier que vous recevez bien le son et l'image et signalez-nous si c'est pas le cas. Merci, à tout de suite. Ça va bientôt commencer. Alors, rebonjour à toutes et tous. Il n'y a pas de son pour l'instant parce qu'on ne parle pas en fait, voilà. Sauf là, maintenant que je vous parle. Mais ça va arriver, on attend que les gens se connectent. Là, on est dans les 5 minutes où tout le monde est en train de se connecter. Voilà, donc je vous demande encore quelques minutes de patience et on démarre. Merci à tous et à toutes.
Allez. Bon, bah, bonjour encore une fois à toutes et tous et surtout à ceux qui viennent de se connecter. On va démarrer. Tout le monde n'est pas encore connecté, je pense, mais ça fera venir les derniers. Bah, écoutez, d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir pris de votre temps pour vous connecter cet après-midi et suivre ce webinaire. Et je tiens à remercier aussi les personnels de Crépy-en-Valois, hein, qui nous ont fait l'amitié de venir témoigner de la façon dont ils prennent en compte le cycle de l'eau dans l'urbanisme. Et puis bien entendu les équipes de l'agence de l'eau, dont vous verrez certains à l'œuvre tout à l'heure, mais aussi ceux que vous ne verrez pas et qui nous ont aidés, notamment techniquement, à préparer ce webinaire. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment échanger sur la façon dont on permet à l'eau de circuler dans la ville de la façon la plus libre possible. Alors, ça fait un peu peur hein, parce que depuis très longtemps, on essaye d'enfermer l'eau dans des tuyaux de manière à bien la maîtriser et faire en sorte qu'elle ne s'écoule pas là où on ne veut pas. Bon, on se rend compte que ça marche pas forcément toujours, que le changement climatique nous force à nous reposer des questions. Et donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Avant de commencer, alors, je voulais me présenter déjà. Donc, je suis Christophe Houpart, je suis le directeur de la connaissance et de la planification donc, au sein de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et donc, bah, vous verrez, je travaille avec une équipe qui s'intéresse justement au sujet des liens entre l'eau et l'urbanisme, et vous les verrez tout à l'heure. Donc, ils se présenteront à ce moment-là. Je voulais insister aussi sur le fait qu'il y a, vous voyez derrière moi, une consultation en cours qui est beaucoup plus large que l'urbanisme, mais qui vous invite à donner votre avis sur les enjeux relatifs à l'eau sur le bassin Seine-Normandie. Donc, ça dure 6 mois jusqu'au 25 mai, donc vous avez un peu de temps, mais ne tardez pas trop quand même. On vous enverra le lien dans le chat si vous souhaitez participer. C'est vraiment ouvert à tous, donc n'hésitez pas. Voilà, en guise d'introduction, très rapidement, je pense qu'on a tous en tête les liens qui existent entre le cycle de l'eau et l'urbanisme, et on partage tous en tout cas le fait que nos territoires sont de plus en plus vulnérables au cycle de l'eau, soit parce que les sols sont imperméabilisés et l'eau ne peut plus s'infiltrer, et soit parce qu'on a des réseaux qui ne sont plus dimensionnés pour les événements extrêmes qu'on connaît déjà et qu'on va connaître de plus en plus. Et du coup, ça crée des désordres, c'est-à-dire que l'eau, comme je disais tout à l'heure, circule là où on ne s'attend pas à ce qu'elle circule. Ça crée des inondations, ça crée des ruissellements, des coulées de boue, hein, qui sont presque encore pires que des inondations. Ça crée aussi, alors, dans l'autre sens, des îlots de chaleur. Hein, on l'a connu en 2022. Et tous ces phénomènes devraient s'aggraver en force et enfin, en intensité et en fréquence en raison du changement climatique. Donc là, on n'en est qu'au début, on le sait. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à anticiper les choses et à dès maintenant concevoir un urbanisme qui soit plus durable, c'est-à-dire qui permette de faire face à ces chocs. Alors, comment est-ce que l'agence de l'eau s'implique sur ces sujets-là? Ben, de deux façons. D'une part, à travers son programme d'intervention qui permet de financer des acteurs, notamment des collectivités, hein, mais ça peut être également des industriels, des commerces ou autres, pour s'adapter au changement climatique en cours et donc mieux prendre en compte le cycle de l'eau, à la fois d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point de vue de qualité, hein, donc moins polluer l'eau. Et donc le programme vient d'être révisé, il est révisé tous les 6 ans. Donc là, on attaque le 12e programme d'intervention qui fait vraiment la part belle à la fois à l'adaptation au changement climatique et à la conservation de la biodiversité qui vont de pair en réalité. Et puis, plus largement, je dirais, on rédige aussi le SDAGE, donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, avec l'aide des services déconcentrés de l'État, qui est un document qui donne un peu toutes les, j'allais dire les recettes de cuisine, mais sans que ce soit valorisant, mais enfin toutes les règles de base qu'on devrait respecter tous chacun dans nos métiers différents en tant qu'acteurs de l'eau de manière à pouvoir retrouver des milieux aquatiques, des eaux souterraines et des eaux littorales en bon état. Et puis, on s'intéresse aussi beaucoup aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont plus locaux, mais qui également, à leur échelle, permettent d'établir les règles pour retrouver un bon état des milieux aquatiques.
Et bien sûr, tout ça, ça se fait en privilégiant les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire faire travailler la nature à notre place. Alors pourquoi? Pas parce que ces solutions sont en général, quand on peut les mettre en œuvre, plus résilientes que des solutions technologiques, lesquelles consomment des matériaux, consomment de la matière, consomment, émettent des gaz à effet de serre, consomment de la biodiversité, même si c'est pas chez nous, ça peut être dans d'autres pays, et sont en général coûtent cher en entretien plus que les milieux naturels. On ne dit pas qu'on peut faire des solutions fondées sur la nature partout et pour résoudre tous les problèmes. Évidemment, ça doit être complémentaire des solutions technologiques, mais partout où on peut les privilégier, c'est mieux de le faire. Du côté de l'urbanisme, on sait que les documents d'urbanisme, notamment les SCOT, les PLUI, peuvent aussi prévoir des choses intéressantes quant à la gestion des eaux pluviales, quant au maintien des zones humides, également pour l'amélioration de la qualité des eaux. Et en fait, il y a un lien, ce qu'on appelle un lien de compatibilité entre le SDAGE et également le PGRI, qui est le programme de gestion du risque inondation, et les documents d'urbanisme. Donc, on verra aussi comment est-ce que ce qui est écrit dans le SDAGE peut inspirer, inspirer les documents d'urbanisme, puisque ceux-ci s'inscrivent dans un lien de compatibilité avec le SDAGE, et c'est pareil d'ailleurs vis-à-vis des sages. Donc voilà, on sait que tout cela doit travailler ensemble. Pourtant, on sait aussi que de la part des acteurs de l'urbanisme, et c'est pas un reproche, mais c'est que chacun a son métier et quelquefois c'est différent de parler entre gens de métiers différents. C'est difficile, pardon, de parler entre gens de métiers différents. On sait que les acteurs de l'urbanisme n'ont pas forcément spontanément toujours le réflexe de penser au cycle de l'eau quand ils élaborent des documents ou quand ils mettent en place des aménagements. Et donc, c'est vraiment ce dialogue entre les deux mondes sur lequel on veut insister et qu'on veut développer. Et donc, c'est vraiment l'objet de ce séminaire enfin, ce webinaire, pardon, et des outils qu'on vous présentera par la suite. On a notamment la plateforme Turbo, donc on vous présentera, qui permet vraiment de faire le lien entre les deux. Je voudrais juste terminer pour vous signaler que les collectivités sont représentées au comité de bassin, donc qui accompagne l'agence de l'eau pour rédiger le SDASH, par exemple, et que donc vous pouvez aussi, par ce biais, participer à l'élaboration du SDASH qui commencera l'année prochaine. Et moi, il me paraît important que les collectivités qui rédigent des documents d'urbanisme soit aussi partie prenante finalement dans la rédaction du SDAGE, de manière à ce que les deux soient articulés le plus parfaitement possible. Voilà, je ne vais pas être plus long pour cette introduction et je vais laisser la parole maintenant à Quentin Duval, donc mon collègue qui va vous présenter le programme de ce webinaire et qui est d'ailleurs l'artisan principal de ce webinaire que je remercie à nouveau. À toi, Quentin. Bonjour à tous. Merci Christophe pour cette introduction. Et puis merci d'être présent aujourd'hui. Donc je vais vous présenter le déroulé du webinaire. Si mon diapo veut bien tourner, voilà. Euh, Ça commence bien, voilà. C'est bon. Alors, ce qui nous attend pour voilà, à peu près les 2 heures qui vont venir. Euh, donc c'est plusieurs présentations. Les 2 premières présentations auront plutôt pour objet de resituer un peu le contexte. Donc, on va repartir du début. Donc, on va représenter les agences de l'eau assez rapidement. Je vais présenter voilà, le principe du SDAGE et ce qui s'impose aux documents d'urbanisme. Ensuite, ma collègue Aurélie Jeanne, qui est chargée de projet politique territoriale, va présenter le rôle des sages dans ce contexte. Suite à ces 2 premières présentations, il y aura un premier temps d'échange. Alors, je précise dès maintenant comment fonctionnent les questions. Donc, le chat est désactivé, donc il n'y a pas de chat. Si vous voulez poser des questions, vous devez passer par l'outil qui s'appelle Q et R, donc questions et réponses. Vous pouvez les poser à tout moment. Ces questions, lorsque vous les posez, ne sont visibles que par vous, normalement. Et c'est uniquement lorsqu'on y répond que tout le monde peut voir la réponse. Donc voilà, si vous posez une question, ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas forcément de rebondissement tout de suite, c'est normal. Euh, donc voilà, on va essayer de répondre à vos questions à différents temps d'échange qui sont prévus. Donc le premier, après les 2 premières présentations. Ensuite, troisième présentation, bah, ce sera vraiment la plateforme Turbo en elle-même, avec un deuxième temps d'échange prévu pour cette présentation.
Et puis en dernière présentation, on aura donc le témoignage, ou en tout cas la présentation de l'intégration des enjeux de l'eau dans un document d'urbanisme, celui de la commune de Crépy-en-Valois. Et cette présentation sera assurée par Éric Morel et Alexandre Vlecli, donc tous deux du service environnement, si je ne me trompe pas, de la commune de Crépy-en-Valois. Et donc voilà, merci à eux d'être présents. Et il y aura un troisième temps d'échange prévu pour cette présentation. Donc voilà pour le déroulé du programme. Je vais commencer sans plus attendre. Donc la première partie sur les agences de l'eau et le stage Seine-Normandie. Alors en quelques mots et rapidement, les agences, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc les agences de l'eau, ce sont des établissements publics de l'État qui ont été créés dans les années 60. D'ailleurs, il me semble que hier, c'était les 60 ans de la première loi sur l'eau, c'est ça, on me confirme. Donc créés dans les années 60 et qui sont sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. La grande mission des agences de l'eau, c'est d'atteindre ce qu'on appelle le bon état des eaux, donc que ce soit les eaux superficielles, souterraines ou côtières, et elle est fixée par la DCE, donc la directive cadre sur l'eau. Comme vous le voyez, en France métropolitaine, il y a 6 agences dont les limites ne correspondent pas à des limites administratives classiques, mais à des réalités hydrographiques qui représentent en fait, à peu de choses près, les bassins versants des grands fleuves français. Donc, voilà, vous reconnaissez la Seine, vous reconnaissez voilà, plus ou moins le tracé de la Loire, de la Garonne, du Rhin, etc. Donc il y a 6 agences. Dans chacun de ces grands bassins versants, de ces bassins hydrographiques, il y a ce qu'on appelle un comité de bassin qui est composé de différents collèges. Alors, il va y avoir des représentants de l'État, des représentants des acteurs qu'on appelle non économiques, donc par exemple des associations de consommateurs, associations de protection de l'environnement. Il va y avoir des acteurs économiques, donc par exemple des agriculteurs, des industriels, et il va y avoir des collectivités. Et donc, dans chacun de ces comités de bassin qui représentent la population des consommateurs de l'eau, euh, dans chacun de ces comités de bassin, on va prendre les grandes dispositions, les grandes orientations stratégiques. Donc, le comité de bassin, c'est vraiment une sorte d'organe délibératif qui définit la stratégie de gestion de l'eau à l'échelle de son bassin hydrographique. Et les agences de l'eau, elles, ce sont les organes qui vont mettre en œuvre en réalité cette stratégie à l'échelle du bassin versant. Alors, pourquoi ce découpage en bassin versant? Eh bien, c'est pour s'assurer, c'est pour viser en tout cas une politique de gestion de l'eau qui soit la plus cohérente et la plus juste possible. Puisque forcément, lorsqu'on parle de gestion de l'eau, on parle d'écoulement, on parle d'amont et d'aval, et nécessairement toutes les activités, tous les aménagements, tous les travaux qui vont avoir lieu sur un territoire amont sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les territoires en aval. Donc, pour s'assurer d'une gestion voilà, la plus cohérente, la plus juste, dans un souci d'efficacité de l'action publique, on a opté en France pour cette gestion de l'eau à l'échelle d'un bassin hydrographique et pas à l'échelle d'une région ou d'un département. Donc voilà, pour ce premier point, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde, c'était sûrement déjà clair avant. Euh, un petit point sur ce qu'on appelle donc le bon état des eaux. On peut dire qu'il y en a plusieurs sortes, si on peut dire. Donc si on parle des eaux souterraines, on va avoir ce qu'on appelle le bon état chimique et le bon état quantitatif. Et donc, pour qu'une masse d'eau souterraine soit considérée en bon état, il faut qu'elle ait simultanément, qu'elle cumule à la fois un bon état chimique et un bon état quantitatif. Et pour les masses d'eau superficielles, typiquement les cours d'eau, il faudra cumuler à la fois un bon état chimique également et un bon état écologique. Et donc là, je vous ai mis cette petite diapo pour vous illustrer ce qu'est le bon état écologique. Donc, le bon état écologique, il est constitué de 4 grands critères que vous voyez à droite. Le premier, c'est il faut qu'il y ait une quantité suffisante d'eau pour assurer la continuité écologique du cours d'eau. Le deuxième critère, il va concerner les formes du lit et des berges, donc en gros l'hydromorphologie, donc ce sont des critères d'hydromorphologie. Le troisième critère, ça va être donc la bonne qualité des eaux, c'est-à-dire des paramètres physico-chimiques tels que la concentration en nutriments, le pH, la température de l'eau.
Et le quatrième critère, c'est la diversité spécifique. Donc voilà pour ce petit rappel sur ce qu'est le bon état. Le stage, alors en l'occurrence le stage Seine-Normandie, dans sa mouture 2022-2027, il se fixe des grands objectifs justement d'atteinte de bon état. Donc il vise notamment l'atteinte de 52% des masses d'eau des cours d'eau superficiels en bon état écologique d'ici à 2027 et il vise 32% des masses d'eau souterraines en bon état d'ici 2027. Pour cela, il y a plusieurs priorités. Donc la première, ça va être d'inverser durablement la tendance des pollutions diffuses, notamment dues au nitrate et au phosphate. Ça va être de restaurer la continuité écologique à l'intérieur du bassin. Et ça va être également de rétablir l'équilibre quantitatif dans les secteurs qui sont déficitaires. Donc voilà, ça c'est un peu les grands objectifs que se fixe le SDAGE Seine-Normandie jusqu'en 2027. Pour atteindre ces objectifs, le SDAGE est doté d'une certaine valeur juridique, puisque comme l'a dit Christophe Poupard en introduction, il va s'imposer par un rapport de compatibilité à un certain nombre de documents, mais pas uniquement. Il va s'imposer, par exemple, aux décisions administratives dans le domaine de l'eau. Il va s'imposer aux documents, au schéma d'aménagement de gestion des eaux, donc les SAGE, dont on va parler juste après. Et il va également s'imposer aux documents d'aménagement du territoire, donc qui sont par exemple, comme vous le voyez ici, le SRADET, les schémas d'aménagement à l'échelle de la région, les SAGE, je viens de le dire, les SCOT et les PLU ou PLUI en l'absence de SCOT. Donc ce rapport, il est un peu compliqué puisque le rapport de compatibilité, il implique, j'ai envie de dire simplement, une non-contrariété des objectifs du document supérieur. Donc finalement, le SDAGE, il va imposer par compatibilité, mais il va plutôt proposer des solutions d'aménagement du territoire et de bonne gestion de l'eau à l'échelle du bassin. Mais il ne peut pas imposer formellement des aménagements. Donc voilà, ça c'est pour la partie de la portée juridique du SDAGE. Et alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, le SDAGE, c'est un document qui peut faire à première vue un peu peur quand on l'ouvre pour la première fois. Il y a pas loin de 200 pages, si je ne me trompe pas, presque 125 dispositions. Mais finalement, si on prend un peu de hauteur, on peut voir il y a 5 grandes orientations qui sont appelées des orientations fondamentales et qui ont des contours assez distincts qu'on peut bien cerner et qui vont s'appliquer sur tout le territoire du bassin, que ce soit de l'amont à l'aval ou bien de l'urbain au rural. Donc voilà les 5 grandes orientations. La première, elle va être liée à tout ce qui est reconquête de la biodiversité et des habitats naturels sur le bassin, notamment voilà, les habitats liés au milieu humide, donc zone humide, milieu humide, les cours d'eau. Ça, c'est la première grande orientation. La deuxième, elle va viser la réduction des pollutions diffuses, donc qui proviennent notamment du secteur agricole. La troisième orientation, elle va viser plutôt la réduction des pollutions ponctuelles. La quatrième, elle va prôner une meilleure résilience des territoires et une gestion équilibrée de la ressource en eau, notamment en lien avec le changement climatique. Comme évoqué en introduction, on le sait qu'un certain nombre d'événements vont s'intensifier dans l'avenir et c'est même déjà le cas pour certains. Et enfin, on a une dernière orientation fondamentale qui va toucher spécifiquement la zone littorale. Donc, dans toutes enfin, les 125 à peu près dispositions du DAGE se répartissent entre ces 5 grandes orientations fondamentales. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la vingtaine de dispositions du DAGE Seine-Normandie qui sont directement adressées aux collectivités, plus particulièrement aux documents d'urbanisme. Donc, cette liste, elle est ici. Vous pouvez la trouver directement dans le SDAGE. Alors, je ne sais plus à quelle page c'est malheureusement, mais c'est à la fin du stage. Il y a différentes, c'est à la toute fin, il y a différentes listes qui sont proposées. Donc celle-ci, c'est celle qui est en lien avec les documents d'urbanisme. Vous voyez qu'il y a bien des dispositions pour les 5 grandes orientations fondamentales. Et maintenant, bon, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais on va quand même en regarder quelques-unes qui me paraissaient assez emblématiques et assez importantes à avoir en tête.
Donc pour ce qui est de la première orientation fondamentale, donc qui, je le rappelle, est celle qui concerne voilà, la protection des milieux naturels, des milieux humides et la reconquête de la biodiversité, on va avoir, j'ai sélectionné trois grandes dispositions. Euh, la première, c'est la disposition 1.1.2 qui vise à protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme. Donc là, il y a bien les mots cartographier, c'est la première chose, et surtout protéger. Il ne s'agit pas d'uniquement cartographier dans une pièce d'un document d'urbanisme et ensuite de ne pas édicter de règles protectrices. L'intérêt est assez limité. Ici, on demande bien de cartographier et de protéger via des règles les zones humides dans le document d'urbanisme. Donc, deuxième disposition que j'ai sélectionnée, la 1.1.3, qui vise, elle, à protéger les espaces contribuant à limiter les risques d'inondation par débordement. Donc ça va être ce qu'on appelle les zones d'expansion de crue. Euh, et la troisième disposition sélectionnée, c'est celle qui vise à, pareil, cartographier, préserver et restaurer l'espace de mobilité des rivières. Donc ces trois grandes dispositions, elles s'inscrivent dans cette première orientation fondamentale qui vise encore une fois à la reconquête de la biodiversité sur le bassin. Mais au-delà de cet objectif de reconquête, euh, la mise en œuvre de ces dispositions, elle permet vraiment au territoire, via tous les services écosystémiques, c'est une expression à la mode, que rendent ces espaces, d'améliorer la résilience des territoires. Puisque si on met en place ne serait-ce que ces trois dispositions, on a un territoire qui va permettre déjà de ralentir le cycle de l'eau et donc de réduire le risque d'inondation, qui va permettre via la protection et la préservation des zones humides, d'améliorer la qualité des eaux, parce que ces zones-là jouent un rôle épurateur. Ça va permettre aussi d'améliorer, par exemple, le stockage du carbone, et voilà, et j'en passe. Donc ces dispositions, ce sont vraiment des dispositions qui n'ont que des intérêts pour les territoires qui les mettraient en œuvre. Donc ça, c'est la première grande orientation. La deuxième, sur les pollutions diffuses. Alors on pourrait se dire que c'est pas ce qui concerne le plus les documents d'urbanisme parmi toutes ces orientations. Il y a quand même une chose qui est vraiment, qu'on peut vraiment faire à l'échelle des documents d'urbanisme, que ce soit les SCOT ou les PLU, c'est de protéger ce qu'on appelle les éléments fixes du paysage. Donc là-dedans, on va mettre les arbres isolés, les alignements d'arbres, les haies bocagères par exemple, les fossés, enfin tout un tas d'éléments différents qui vont avoir pour effet notamment de freiner les ruissellements. Cette limite de ruissellement, bah, elle permet de limiter les risques d'inondation dans les zones aval, évidemment, mais aussi de limiter les transferts de polluants qui sont captés par ces ruissellements et qui finissent par se déverser dans les milieux naturels. Donc ça, c'est vraiment une disposition qui est assez facile à mettre en œuvre dans les PLU et qui permet de réduire les pollutions. Troisième orientation fondamentale, là on est plus sur la zone vraiment urbaine à proprement parler. Il y a plusieurs dispositions qui, on va le voir, ont un peu toutes la même finalité, c'est celle de prôner la limitation de l'imperméabilisation des sols dans les zones urbaines, et donc de prôner l'infiltration à la source des eaux pluviales. La première que j'affiche ici, c'est la 3.2.2. Cette disposition dans le SDH Seine-Normandie, elle est assez ambitieuse puisqu'elle elle impose par compatibilité aux documents d'urbanisme déjà dans un premier temps, d'éviter et de réduire leur imperméabilisation des sols, première chose. Et ensuite, en troisième recours, elle demande de compenser dès l'étape de la planification les éventuelles ouvertures à l'urbanisation qui sont prévues, avec des taux qui vont de 100% en milieu rural jusqu'à 150% lorsqu'on est sur des communes urbaines. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment de limiter cette imperméabilisation en mettant en avant les solutions fondées sur la nature et donc principalement voilà, la mise en place de pleine terre le plus possible. Je précise à propos de cette disposition qui est assez particulière que nous avons mis en place à l'Agence de l'eau Seine-Normandie un guide justement d'application de cette mesure à destination des collectivités qui vise voilà, à les aider via une méthode chiffrés et des exemples concrets de comment ils peuvent mettre en œuvre cette disposition et donc limiter le plus possible, encore une fois, dès la planification et pas à l'échelle du projet, leur imperméabilisation des sols. Donc voilà, première chose pour cette disposition. Et ensuite, un peu dans la même logique,
on a trois autres dispositions qui vont prôner l'amélioration de la gestion des eaux pluviales dans les territoires via, encore une fois, la gestion à la source. Donc la 3.2.3, elle va plutôt avoir pour objectif de renaturer les espaces artificialisés, notamment dans le cas de projets de renouvellement urbain. La 3.2.4, elle s'intéresse surtout au schéma directeur des eaux pluviales. Donc là, on va demander aux collectivités de mettre en œuvre d'élaborer ces schémas et ensuite de les prendre en compte dans leurs documents d'urbanisme. Et la 3.2.5, qui demande de définir une stratégie d'aménagement, elle va vraiment demander à ce qu'il y ait des principes de zéro rejet qui soient intégrés dans les règlements d'urbanisme, euh, au moins à minima pour les pluies courantes. Donc la pluie courante en Île-de-France en tout cas, je ne sais pas à quel point c'est vrai pour tout le bassin, c'est environ 8 à 10 millimètres en 24 heures. Donc voilà ce qui est prôné pour la troisième grande orientation fondamentale. Pour la quatrième, qui visait à assurer la résilience des territoires face au changement climatique, on va avoir une disposition assez large qui demande d'adapter la ville aux canicules. Donc là, on va reprendre un certain nombre de principes, mais forcément, le principe phare, c'est la désimperméabilisation des sols, c'est la végétalisation en ville, c'est prôner le concept de ville éponge, d'infiltration des eaux, qui permettent, par exemple, de lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Et on a une autre disposition, la 4.2.3, qui demande à ce qu'une stratégie de lutte contre les ruissellements soit mise en place. Et là, c'est un peu la même chose. On va reprendre ces grands principes de limitation de l'imperméabilisation en reprenant ce qui était un petit peu indiqué pour la deuxième orientation, avec les éléments du paysage qui peuvent participer à la gestion de ces ruissellements de manière douce. Et enfin, pour ce petit passage en revue, dernière disposition de la cinquième orientation fondamentale, donc celle qui concerne le littoral. Là, on va simplement demander de viser la restauration du bon état des estuaires. Donc pour ça, en fait, on va demander aux documents d'urbanisme le plus possible euh, d'intégrer dans leurs règlements, dans leur zonage, dans leurs OAP, des éléments de limitation, encore une fois, de l'imperméabilisation des sols, de renaturation qui permettrait de limiter les pollutions qui sont transférées aux masses d'eau côtières. Et donc ça, cette disposition, elle demande notamment que les diagnostics soient mis en place, des stratégies, et qu'elles soient ensuite intégrées dans le document d'urbanisme. Donc voilà pour ce petit passage en revue. Ce qu'on peut en retenir globalement, c'est un peu ce grand principe, c'est que on demande de laisser de la place à l'eau en réalité. Donc laisser de la place à l'eau à la fois pour qu'elle puisse s'infiltrer. Donc infiltration, ça permet, comme j'ai dit, de limiter forcément les ruissellements, donc de limiter à la fois le risque d'inondation. Ça permet de limiter les transferts de pollution qui ont lieu dans les milieux naturels. Ça permet d'éviter l'éventuel débordement de réseaux unitaires en ville. Ça permet à la fois puisque l'eau s'infiltre, de réalimenter les sols, de réalimenter les nappes. Et puis, forcément, ça passe par de la végétalisation, ça passe par de la pleine terre qui elle-même apporte d'autres bienfaits à la ville. Donc, c'est une sorte de cercle vertueux. La deuxième chose, c'est laisser la place à l'eau pour qu'elle déborde en toute maîtrise. Donc, via les zones d'expansion des crues, comme on l'a dit un petit peu avant. Donc, voilà, tout ce qui va être de nature à ralentir le grand cycle de l'eau, ne pas canaliser des cours d'eau qui vont, euh, qui vont s'accélérer jusqu'à l'aval, puis inonder, aggraver le risque d'inondation en aval. Et enfin, troisième grand principe, eh bien, c'est laisser la place à l'eau pour la reconnexion de l'eau, enfin des cours d'eau à leurs annexes hydrauliques, c'est pour la restauration des zones humides, et donc ça revient à assurer la fonctionnalité de ces milieux, et donc reconquérir une certaine biodiversité sur le territoire. Donc voilà pour ce premier un peu balayage. Voilà, j'ai essayé de pas faire trop long, j'espère que c'était pas trop long. Et maintenant, je vais laisser la parole pour la deuxième partie à ma collègue Aurélie Jeanne sur le rôle des sages. Voilà, donc je vais couper mon micro. Et je prends la suite. Merci Quentin. Bonjour à tous. Voilà, moi je vais vous détailler un petit peu plus précisément ce que sont les sages.
donc les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc là, on va descendre à une échelle un petit peu plus fine sur les bassins hydrographiques. Donc les SAGE, en fait, on a l'habitude de dire que ce sont des déclinaisons locales du SDAGE. Ce sont des démarches qui sont inscrites également dans le Code de l'environnement depuis les années 90. Et pour vous dire, sur l'ensemble du territoire métropolitain, on a aujourd'hui 202 démarches de SAGE qui sont lancées. Et le nombre de SAGE qui sont arrivés à l'issue de leur procédure, donc qui ont été approuvés par arrêté préfectoral, est au nombre de 165, ce qui couvre un peu plus de la moitié du territoire national. Donc ce sont quand même des démarches qui sont très présentes et très fréquentes, donc c'est bien de les connaître. Et l'idée, en fait, de fond de ces schémas d'aménagement et de gestion des eaux, c'est en fait de permettre tous les acteurs qui auront un impact potentiel ou un rôle à jouer en matière de gestion de rivières ou de nappes souterraines sur un périmètre plus restreint, plus petit, sur un plus petit bassin versant, de se mettre autour de la table et de s'accorder sur des objectifs communs pour leurs cours d'eau ou pour leurs nappes souterraines dans un horizon 10 à 15 ans. Donc, on est effectivement sur une échelle beaucoup plus fine que le SDAGE. Et puis, de voir si en fonction des contraintes et des particularités de leur bassin versant, ces objectifs doivent être précisés avec des règles plus fines, donc pouvoir approfondir même le code de l'environnement sur certaines thématiques ou problématiques qui pourraient le nécessiter au regard des enjeux de ce territoire. Donc, ce sont des outils qui sont assez puissants, puisqu'à la fois, on est sur des projets de territoire qui vont permettre à tous les acteurs locaux d'avoir un endroit où parler de l'eau et à s'accorder sur des objectifs communs et des règles pour leur territoire. Et puis, en même temps, un outil qui a une valeur juridique, et je vais en parler tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez en gros un rôle qui est à la fois de la planification, on va en parler pour les documents d'urbanisme, de la gouvernance, comme je l'ai dit, et puis un territoire qui va aussi, grâce à ce SAGE, en théorie, disposer de plus de connaissances sur le fonctionnement de ces cours d'eau et sur le fonctionnement du grand cycle de l'eau en général hein, à leur échelle. Donc, ne pas hésiter à les mobiliser. Sur le bassin Seine-Normandie, on a aujourd'hui 35 SAGE qui sont lancés et 80% d'entre eux hein, sont désormais arrêtés par arrêté préfectoral. Donc, ils ont une valeur juridique et donc ils vont s'imposer en fait sur leur territoire. Donc moi, ce que je vous encourage, hein, c'est d'aller consulter la liste des sages qui est disponible sur le site, vous voyez le lien là, affiché à l'écran sur gesto.fr, qui recense en fait tous les sages au niveau national et qui vous permet aussi de disposer des coordonnées des animateurs de ces sages et des communes concernées aussi, suivant l'endroit où vous avez à élaborer votre document d'urbanisme. Donc en gros, en vert, ce sont tous les sages qui sont aujourd'hui arrêtés par arrêté préfectoral dans toutes les tonalités de vert. Et quand on est sur les territoires en bleu ou en violet ou en gris, ce sont des territoires qui sont en cours de lancement de leur SAGE, qui ne sont pas encore arrêtés par le préfet. Donc les objectifs et les règles ne sont pas encore actés. Alors, tu peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît. J'essaye. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, les sages ont aussi effectivement une valeur juridique, puisque comme le SDAGE, il y a un rapport de compatibilité qui s'exerce des documents d'urbanisme vers les sages. Et puis, il y a des liens qui ont été encore renforcés très récemment par décret du 2 décembre 2024. Et donc, le rapport, c'est donc un rapport de compatibilité. Donc, le document d'urbanisme doit respecter les objectifs qui sont visés dans le SAGE et ne pas aller à l'encontre en fait, de ces objectifs. Donc, il va falloir réussir à intégrer dans les documents d'urbanisme les objectifs qui sont fixés dans le SAGE. Alors, ces objectifs, ils peuvent être très variés. Je vous ai mis quelques exemples là, déjà, pour que vous puissiez appréhender un petit peu la nature de ces objectifs. Donc, on peut avoir des objectifs de protection des zones humides sur ce territoire, des objectifs de restauration des fonctionnalités des cours d'eau, donc c'est-à-dire de tout ce qui va être enjeu écologique, environnemental, voire de la restauration de rivières en direct. Ça peut être des objectifs de maîtrise des ruissellements ou encore de préservation de la qualité des rivières au regard des pollutions qui s'y trouvent.
Donc ça, c'est d'une manière générale. On peut avoir ces objectifs-là sur les territoires qui doivent être repris dans les documents d'urbanisme. Par exemple, dans les documents cartographiques du règlement, ça c'est vraiment le, le- le mieux possible. Mais quoi qu'il arrive, à minima, ce sera dans le rapport de présentation ou dans les PADD, par exemple. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi des dispositions qui vont cibler spécifiquement les documents d'urbanisme. Donc là, si tu veux bien, Quentin, je vous donne quelques exemples. Donc si tu peux appuyer sur la diapo. Le premier exemple que je vous extrais, c'est le sage de l'Armançon, qui va arriver, mais il est loin de Courbevoie, ce sage de l'Armançon. Donc Pourquoi il faut ça ne passe pas? que la diapo puisse s'afficher. Voilà. Dans le document du sage de l'Armançon, vous allez pouvoir trouver un objectif qui est celui de réduire tous les prélèvements pour s'adapter à la ressource en eau. Et au sein de cet objectif, il y a une disposition qui vise les documents d'urbanisme et donc qui demande à une prise en compte des ressources disponibles et de leurs évolutions lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et qui demande à conditionner l'augmentation des besoins à la présence de la ressource en quantité et en qualité suffisante. Donc là, effectivement, ça suppose d'aller donc sur le site de Gesto dont j'ai parlé tout à l'heure, de repérer sur quelle commune votre document d'urbanisme se trouve et donc sur quel sage, quel sage s'applique en fait sur ce territoire-là, et puis de passer en revue. Alors normalement, hein, il y a des annexes maintenant qui prévoient et qui listent toutes les dispositions qui concernent les documents d'urbanisme et pour pouvoir en prendre correctement la mesure. D'autres exemples sur la slide qui suit, Quentin. Là, ce sont deux autres territoires et qui vont vous montrer la diversité des cas de figure. On a par exemple le sage du Cailly au Robec qui est en Normandie, qui a un objectif, par exemple, de protéger les cours d'eau dans les documents d'urbanisme. Donc là, ça suppose à minima de les avoir bien cartographiés dans les documents du document d'urbanisme, et puis éventuellement de pouvoir aller jusque dans le règlement à la protection de ces cours d'eau. Et un dernier exemple encore différent, c'est le sage Kroul-Tanguy-Weiner, qui est basé en Petite Couronne de Paris, en Seine-Saint-Denis notamment, et qui, lui, vise à cartographier les zones de ruissellement agricole et forestier à enjeu et les inscrire dans les documents d'urbanisme. Voilà. Donc, ce sont quelques exemples, mais de plus en plus aujourd'hui, les sages disposent d'objectifs et de dispositions qui concernent directement les documents d'urbanisme. Donc là, l'effort est nécessaire pour aller repérer ces dispositions. Voilà, donc ça, c'est les objectifs à suivre par les documents d'urbanisme. Et puis, slide d'après, en élaborant le document d'urbanisme, il est aussi important de connaître les règles en fait, qui sont édictées dans le SAGE. Même si le document d'urbanisme n'a pas à être compatible ou conforme avec ces règles, néanmoins, ces règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles vont préciser le code de l'environnement sur ce territoire-là au regard des enjeux qui s'y trouvent. Et donc, par exemple, elles peuvent concerner une certaine façon de gérer les eaux pluviales à la source, donc demandant par exemple une infiltration des eaux de pluie dès les 10 premiers millimètres. Elle peut également prévoir de protéger les zones humides dès les premiers mètres carrés. Et ces règles, en fait, elles vont s'appliquer aux pétitionnaires. Et donc, par exemple, à des pétitionnaires qui vont déposer des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et ces règles, elles doivent être respectées de manière conforme. Voilà. Il y a un rapport de conformité qui s'applique et le règlement, il est opposable au tiers. Donc, quand le pétitionnaire dépose sa demande d'autorisation d'urbanisme, il est toujours mieux quand même que le document d'urbanisme ait intégré ces règles, en fait, finalement, dans son contenu pour anticiper, finalement, ce qui va être demandé au pétitionnaire par souci de cohérence ou de pédagogie. Voilà, tout ceci doit être le mieux possible affiché pour les futurs pétitionnaires. Donc, les règles à connaître, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs exemples, et ça concerne majoritairement la protection des zones humides, des 10 ou 20 mètres carrés, souvent, ou la gestion à la source des eaux pluviales, mais pas uniquement. Donc, il faut aussi vraiment en prendre connaissance autant que possible. Diapo qui suit, voilà, les sages
ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont aussi une source de données locales à mobiliser, hein, puisqu'on va essayer d'acquérir un certain nombre de données sur le fonctionnement du petit cycle et du grand cycle de l'eau, par exemple. Et donc, ils peuvent être des informations directement intégrables dans l'élaboration du document d'urbanisme. Et puis, c'est également une opportunité, alors, pour renforcer la place de l'eau dans le territoire, mais comme Christophe Poupard l'a indiqué en introduction, c'est aussi une bonne manière de pouvoir adapter le document d'urbanisme au changement climatique pour prévoir une gestion durable, soutenable en fait, dans le temps de l'eau sur le territoire et par tous les acteurs, hein. Voilà, c'est aussi la force du SAGE pour en faire parfois même un élément d'attractivité du territoire, un atout. Et puis la dernière slide, on vous a remis en fait, hein, les différentes étapes, hein, de l'élaboration d'un document d'urbanisme. Vous retrouvez les deux grandes phases, notamment donc phase d'étude et de concertation, et puis la phase de consultation. Alors les sages sont encouragés à participer activement à l'élaboration des documents d'urbanisme, et à l'inverse, on vous encourage fortement à les associer dans ces démarches-là, alors qu'ils soient reconnus ou non personnes publiques associées, PPA. Euh, on vous encourage à les associer dès le départ. Ils peuvent être déjà associés par les services de l'État dans les missions des portées à connaissance, les PAC, ou les notes d'enjeu, mais vous pouvez tout à fait aussi les solliciter au moment de l'élaboration du projet, indépendamment des phases de consultation, je dirais, formelles. Donc au moment d'élaboration, au moment de la préparation des documents, mais ils peuvent aussi intervenir au moment de l'enquête publique. En tout cas, je pense que ça peut être une source d'information et d'échanges très profitable pour les porteurs de documents d'urbanisme. Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter. J'en ai terminé. Alors, du coup, vient le moment des questions-réponses. Alors, nous avons quelques questions. Aurélie, il y a une question qui te concerne, qui demande si le SAGE est un document obligatoire ou facultatif et qui est en charge du SAGE. Alors, il n'y a pas d'obligation à faire émerger un sage, hein, sur un territoire. Ce n'est pas forcément souhaitable, hein. D'ailleurs, il y avait une période où il était question de couvrir tout le territoire national de sages. Bon, on en est quand même bien revenu, puisque pour faire émerger un sage et le faire aboutir, il faut quand même un certain nombre de prérequis. Et parmi ces prérequis, il y a la volonté locale et il y a le besoin d'avoir des acteurs qui soient motivés en fait pour, euh, pour, euh, pour s'accorder sur ces objectifs pour leur rivière ou leur nappe souterraine. Donc il n'y a pas d'obligation. Par contre, dans le SDAGE, et dans tous les SDAGE, figure une liste de sages nécessaires. Donc, ce sont des sages qu'on a identifiés comme pouvant vraiment être utiles pour faire avancer la question de la problématique de la gestion de l'eau. Donc, ils sont en grisé sur la carte que j'ai montrée tout à l'heure. Et ce sont des sages qu'on aimerait vivement voir aboutir. Donc, voilà, donc il n'y a pas d'obligation. Et par rapport à l'autre question, qui en est en charge? Alors, c'est le préfet, hein, qui va arrêter ce document, donc il va faire l'objet d'un arrêté préfectoral. Mais par contre, comme je l'ai dit, c'est un document qui est construit par tous les acteurs de l'eau du territoire, donc à la fois des collectivités, avec les différents échelons, suivant les compétences qui s'exercent, des usagers qui peuvent être des associations de protection de l'environnement, des associations, des représentants du monde agricole, ça peut être d'autres types d'associations de consommateurs également, des bateliers, etc., et des services de l'État. Et finalement, toutes ces personnes-là qui sont représentatives des enjeux de l'eau sur le territoire, elles se regroupent au sein d'une commission locale de l'eau, une clé, qui est comme un petit comité de bassin, si vous voulez, à l'échelle du SAGE. Et c'est la commission locale de l'eau qui rédige, qui s'accorde et qui rédige les documents du SAGE. Merci beaucoup Aurélie. Maintenant, je me tourne vers Christophe pour deux questions. La première étant, quelle est la proportion des cours d'eau et des nappes aujourd'hui au bon état? Et la deuxième concernant la place des PAPI dans la portée juridique vis-à-vis du SDAGE.
Oui, merci Sarah. Alors, deux questions qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui sont également intéressantes. Alors, le pourcentage de cours d'eau et des eaux souterraines en bon état. Alors déjà, le bon état, c'est quelque chose qui est défini dans la directive cadre sur l'eau, qui s'appuie sur toute une batterie d'indicateurs construits à partir de paramètres que nous mesurons continuellement, hein, tous les ans sur les cours d'eau et les eaux souterraines et les eaux côtières, donc des paramètres chimiques, des paramètres physiques, des paramètres biologiques. Et à partir de ces paramètres, on calcule des indicateurs qui disent si le cours d'eau ou la nappe d'eau souterraine sont en bonne ou pas en bon état. Alors, on fait cet exercice tous les 6 ans d'évaluation à partir de tous les indicateurs qu'on récolte tous les ans. La dernière fois, c'était en 2019. Et là, on est en train de le faire pour le millésime 2025, mais on commence déjà parce que c'est un exercice assez long. En 2019, on avait 32% de cours d'eau en bon état écologique. Et en 2025, on aura, d'après les estimations, parce que pour l'instant le travail n'est pas terminé, mais on aura entre 18 et 23%, donc une baisse importante de l'état écologique de nos cours d'eau. Et pour les eaux souterraines, alors le dessin et le portrait est moins alarmant. On a plutôt une stabilité de l'état chimique. Alors cette fois-ci, c'est l'état chimique, hein, pour les eaux souterraines. Si on travaille à méthode d'évaluation constante, mais les méthodes d'évaluation ont évolué, notamment un certain nombre de paramètres chimiques, enfin de molécules chimiques ont été prises en compte, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Et donc, à ce titre-là, on a plutôt une baisse du bon état des eaux souterraines. Voilà, et bon, on est en train de travailler sur ce qui explique cette baisse d'état. Il y a un certain nombre de paramètres, il y a un certain nombre de pressions qui s'exercent, et notamment la pression de l'urbanisme, hein, sur le bassin Seine-Normandie est importante, et donc peut expliquer, c'est pas la seule, hein, il y a aussi le changement climatique, on a vécu des années quand même très très contrastées, mais la pression de l'urbanisme peut expliquer effectivement une partie de cette baisse de l'état, notamment pour l'état biologique, enfin l'état écologique. Sur les PAPI et leur lien avec le SDAGE, en réalité, les PAPI, donc c'est les plans d'action pour la prévention des inondations. Donc, c'est effectivement des documents, hein, qui sont rédigés par des collectivités qui sont les plus exposées au risque inondation. Et ces plans d'action, en fait, ils sont plutôt cadrés par le PGRI, donc le plan de gestion du risque inondation, qui est élaboré à l'échelle du bassin à Seine-Normandie, dans les mêmes délais que le SDAGE, hein. Donc, d'ailleurs, la consultation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une consultation commune sur les enjeux à la fois du SDAGE et du PGRI. Donc le PSGRI donne une vision globale du risque inondation à l'échelle du bassin, et le PAPI vient mettre en place un programme d'action pour limiter le risque inondation sur un territoire qui est en gros à peu près la même taille que le territoire d'un sage, hein. C'est en principe sur un bassin versant. Voilà, donc c'est vraiment le lien, c'est entre le PSGRI et le PAPI, et là c'est plutôt les services de l'État, les services déconcentrés de l'État, plus que l'agence de l'eau qui maîtrisent ce genre de choses. Ah, il y a une autre. Je vois une autre question qui vient d'arriver sur la part de l'agriculture dans la baisse de l'état écologique des rivières et des nappes. Alors, quand on calcule l'état des lieux, effectivement, donc c'est d'une part l'état des milieux, et puis on essaye d'inventorier toutes les pressions qui s'exercent sur ces milieux. Je vous ai parlé de la pression de l'urbanisme, mais c'est pas la seule. Il y a aussi une pression de l'industrie, il y a aussi une pression de l'agriculture. Et on essaye effectivement d'évaluer, faire le lien de cause à effet. C'est pas toujours facile à faire. Et par exemple, sur la part de l'agriculture dans la baisse de l'état écologique, je ne suis pas capable de vous répondre parce que l'état écologique, c'est quelque chose qui est très intégrateur. Et donc, l'agriculture a certainement une part, mais aussi, encore une fois, l'urbanisme, l'industrie, etc. Par contre, sur un paramètre particulier, par exemple les nitrates, dans les eaux, dans les rivières, par exemple, on peut vous dire que comment, la concentration de nitrates dans la rivière est relativement stable sur le bassin, mais on a de plus en plus de rivières, malgré tout, qui sont dégradées par les nitrates, hein. Donc, il y a des endroits où ça s'améliore, mais il y a des endroits où ça se dégrade. En fait, c'est ça que ça veut dire. Alors même que le SDAGE prévoit de baisser les concentrations de nitrates qui arrivent à la mer. Voilà. Mais on ne peut pas être plus précis que ça en l'état actuel.
Alors, il y a une autre question qui est, quel sera, d'après vous, l'impact du décret du 2 décembre 2024 pour une meilleure prise en compte des enjeux eau inondation dans les documents d'urbanisme? Je peux essayer Peut-être de Aurélie? répondre. Ouais, je peux au moins donner quelques indications. Ce décret, il prévoit à la fois des exigences du côté des sages et des exigences du côté des documents d'urbanisme. Donc la passerelle devrait se faire mieux entre les deux. Du côté des sages, là, désormais, il y aura une obligation, par exemple, de prévoir une annexe qui reprendra justement toutes les dispositions qui concernent les documents d'urbanisme. J'ai dit tout à l'heure, c'est fait de plus en plus souvent, mais ça n'était pas obligatoire. Donc là, maintenant, ça le sera. Et du côté des documents d'urbanisme, il va y avoir une obligation d'intégrer les cartographies zones humides dans les règlements du document d'urbanisme et notamment des PLU, PLUI, et notamment des zones humides dont il est, où il est interdit, qu'il est interdit de détruire, voilà, d'assécher, de remettre en eau, etc. Ouais, donc ce sont des précisions nouvelles qui ont été apportées, des nouvelles passerelles finalement entre le code de l'urbanisme et le code de l'environnement. Alors, je ne vois plus de questions pour l'instant, donc je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Et donc, je redonne la parole à Quentin pour nous parler de Turbo, de l'outil Turbo. Merci Sarah. Alors, est-ce que ça marche? Ok. Alors, la plateforme Turbo, euh, c'est un outil, une plateforme interactive qui a été élaborée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie en 2023, qui a été mise en ligne en 2023 et qui a déjà commencé par rencontrer un petit succès maintenant, puisque sur l'année 2024, on a près de 5000 visiteurs uniques qui ont visité la plateforme. Donc ça fait environ un peu moins c'est environ 400 par mois, visiteurs uniques. Donc c'est un bon début, c'est encourageant. Donc cette plateforme, elle a pour but voilà, de rapprocher les mondes de l'eau et de l'urbanisme en proposant des grands principes de rédaction qui sont protecteurs de la ressource en eau et des milieux aquatiques, donc des grands principes et des exemples de documents déjà approuvés qui sont en vigueur et qui ont été jugés ambitieux sur ces questions-là. Alors la plateforme, elle est née de deux constats. Le premier, c'est le besoin d'une meilleure intégration de l'eau dans les documents d'urbanisme, donc que sont principalement les SCOT et les PLU, PLUI. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième, c'est celui voilà, du besoin des acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme de disposer d'un espace de ressources qui puisse voilà, rassembler un certain nombre d'informations pour qu'ils puissent s'approprier plus finement les enjeux de l'eau et comment ils peuvent les intégrer dans les documents qu'ils rédigent. Et donc, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse principalement aux collectivités, à leurs services urbanisme, à services aménagement, plus particulièrement. Donc les collectivités qui vont avoir à rédiger les documents d'urbanisme et aussi évidemment à tous les acteurs qui vont les encadrer, qui vont les conseiller dans cette démarche, donc que sont par exemple les bureaux d'études privés en urbanisme qui vont rédiger parfois les PLU. Ça peut être aussi les agences d'urbanisme. Ça peut être les CAUE, donc les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc voilà, tout ça, c'est des acteurs du monde de l'urbanisme à qui s'adresse la plateforme. Et puis il y a aussi des acteurs plutôt du monde de l'eau. Donc là, je pense plus spécifiquement aux animateurs du coup des sages, puisque les sages sont parfois sollicités pour rendre des avis sur voilà, l'élaboration, l'évolution d'un document d'urbanisme qui se trouve sur leur territoire. Alors la page, la plateforme Turbo, elle est composée de deux pages principales. La première, c'est le parcours guidé et la deuxième, c'est la page ressources. La page ressources, le principe, c'est d'avoir différentes informations assez transversales qui sont rassemblées. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder, mais je vais quand même les évoquer. On a tout d'abord donc, les liens entre l'eau et l'urbanisme. Voilà, ça va être un peu ce qu'on a dit depuis le début, à savoir pourquoi intégrer l'eau dans les documents d'urbanisme, quels sont les liens entre le SDAGE et les PLU, les SCOT.
Ensuite, il y a une partie gestion locale de l'eau. Donc là, ça reprend aussi un peu ce qu'on a dit, puisque c'est une partie plutôt qui parle des sages et de leur rôle en urbanisme, avec notamment un lien vers la cartographie nationale qui permet de savoir si on est concerné par un sage ou non. Une partie sur les acteurs à associer. Là, je profite de cette partie pour rappeler la nécessité aux collectivités de vraiment associer le plus possible, en fait, systématiquement, si possible, les commissions locales de l'eau en tant que personnes publiques associées, ou plutôt en tant que personnes publiques consultées, dans les procédures d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme, parce que ce sont vraiment des acteurs locaux qui disposent d'une bonne connaissance de leur territoire, sur cette question-là en tout cas, et qui peuvent être force de proposition, pas forcément dans un esprit de contrainte, au contraire, et qui peuvent voilà, vous permettre d'améliorer la rédaction de votre document d'urbanisme. Donc, même s'ils ne sont pas dans la procédure officielle, voilà, on vous encourage à les associer. Il y a ensuite une partie sur voilà, le cahier des charges, comment bien rédiger son cahier des charges en tant que collectivité qui s'apprête à faire évoluer son document pour s'assurer voilà, de ne rien laisser sur le côté. Une partie sur bon, le vocabulaire, ça je passe rapidement. Et puis une dernière partie sur le guide que j'ai évoqué tout à l'heure qui permet voilà, la bonne application de la disposition 3.2.2 qui concernait l'imperméabilisation des sols dans la planification territoriale. Donc là-dessus, vous avez un lien vers ce guide qui d'ailleurs dispose aussi d'une synthèse en 4 pages, donc assez facile à prendre en main. Donc ça, c'est la page ressources. Et maintenant, je vais vous présenter le parcours guidé. Le parcours guidé, c'est un petit peu le cœur de la plateforme, on va dire, pour trouver les infos qui nous intéressent. C'est une succession de 3 filtres, donc en 3 étapes. La première étape, c'est le choix du document qui nous intéresse. On va choisir soit de travailler sur un SCOT, soit sur un PLU, soit les deux, soit voilà, il y a une petite case bonus qui s'appelle Agir au-delà du document d'urbanisme et voilà, qui permet d'avoir des conseils de bonnes pratiques, mais qui dépassent le cadre de la planification. Donc, première étape, on choisit le document qui nous intéresse. Deuxième filtre, on va choisir l'étape à laquelle on est dans la réflexion de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. Donc, la première étape, pourquoi intégrer l'eau dans mon projet de territoire? Ça va plutôt être les réflexions préalables avant de vraiment mettre les mains dans la rédaction du document. On va avoir par exemple donc des éléments sur les enjeux éco-bénéfices. Pourquoi c'est intéressant de protéger la zone humide de mon territoire? Pourquoi c'est intéressant, au-delà des simples contraintes de compatibilité avec tel ou tel document, pourquoi c'est intéressant en termes de résilience pour ma population, pour mon territoire, de voilà, favoriser l'infiltration des eaux pluviales, voilà, ce genre de choses. Et aussi évidemment une partie sur la compatibilité de ces documents avec donc le SDAGE qu'on a vu et le PGRI qu'on a évoqué. Deuxième partie de ce deuxième filtre, on peut choisir une étape qui, qui, qui a trait au diagnostic du territoire. Donc en gros, le rapport de présentation, comment bien le rédiger, quelles sont les questions à se poser, quelles sont les données que j'ai à ma disposition, quels sont les acteurs qui les élaborent, où est-ce que je peux les trouver. Voilà, donc ça, c'est vraiment une étape qui vous aide à rédiger votre rapport de présentation et à poser le bon diagnostic. Puisque le bon diagnostic, c'est ce qui vous permet par la suite de faire les bons choix. Et je précise aussi qu'il y a une petite partie qui concerne les aides financières de l'agence, donc les aides octroyées dans le cadre du programme d'intervention, qui a été mise à jour là tout récemment pour intégrer le 12e programme qui entre en vigueur au 1er janvier prochain. Et donc cette rubrique sur les aides, elle concerne, je précise quand même, les études. On n'est pas sur les travaux, l'animation, on est vraiment sur Turbo. Vous aurez des informations sur le financement d'études qui peuvent vous aider voilà, à améliorer votre diagnostic de territoire. Troisième possibilité, c'est donc la phase du PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, donc qui est vraiment le cœur stratégique d'un PLU, qui est, qui est le projet de territoire en fait, qui est choisi par les élus pour les 15 ans à venir.
Donc là, on va avoir aussi, comme partout, des principes de rédaction et des exemples de PADD qui prennent bien en compte la question de l'eau dans leur rédaction. Et enfin, on va avoir la phase plutôt réglementaire avec à la fois le règlement, donc règlement écrit et règlement graphique, donc le plan de zonage. On va avoir les OAP, donc les orientations d'aménagement et de programmation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des documents qui vont encadrer l'aménagement d'un secteur en particulier, donc que ce soit en renouvellement urbain ou bien en extension urbaine. Et puis, il y a une partie aussi sur les annexes. Et donc, une fois qu'on a choisi l'étape qui nous intéresse, la pièce du PLU qui nous intéresse, on passe à la troisième étape où on choisit la thématique de l'eau qui nous intéresse. Donc là, pour l'exemple ici, je garde le choix du règlement. Et donc, dans la thématique, donc on a un peu toutes les thématiques liées à l'eau qui sont balayées. Donc, évidemment, les milieux humides, évidemment, la protection, la renaturation des cours d'eau, la protection des éléments fixes du paysage, on en a un petit peu parlé déjà. Des choses sur l'infiltration des eaux pluviales, la perméabilité des sols. Euh, D'autres thématiques que je ne vais pas toutes citer, mais sur l'assainissement, sur la ressource en eau, sur la gestion intégrée de la bande côtière, par exemple. Donc voilà, on a vraiment tout le spectre de l'eau dans un document d'urbanisme qui est balayé par la plateforme. Et donc une fois qu'on a choisi euh, les trois, euh, les trois éléments qui nous intéressent dans chacune des étapes, on obtient le résultat. Donc ce sont des fiches. Ici, on avait coché gestion des eaux pluviales pour les annexes, pour les OAP et pour le règlement. Donc on a trois fiches qui s'affichent en dessous du parcours guidé. Et si par exemple je clique sur celle du milieu qui concerne les OAP, on a ce résultat qui s'affiche. Euh, donc à gauche, on a un rappel des dispositions d'usage et du PGRI qui concernent cette thématique de l'eau. Et puis ensuite, on va avoir des grands principes, des préconisations de rédaction. Donc là, en l'occurrence, on était sur des OAP. Donc voilà, on va avoir les principes communs aux OAP sur la gestion des eaux pluviales. Donc là, ça va être assez général. On a surtout des éléments sur la désimperméabilisation, la renaturation, sur le fait d'inscrire des espaces verts dans les OAP. On a, après chaque phase de préconisation, les références juridiques qui renvoient vers le code de l'urbanisme et qui permettent voilà, de s'assurer du bien fondé de ce qui est demandé. Et puis ensuite, on a des préconisations un peu plus précises sur les OAP thématiques ou bien les OAP sectorielles. Donc ça, chaque fiche se présente sous cette forme. D'abord des grands principes de rédaction et puis ensuite des exemples de rédaction qui proviennent de documents voilà, déjà approuvés. Donc ici, par exemple, on a une dizaine de documents à gauche qui sont listés. Et si on clique sur un des éléments, on a ce qui apparaît à droite. Ici, on a cliqué sur une OAP visant à valoriser la nature en ville. Eh bien, on tombe sur justement l'OAP en question. En l'occurrence, c'est une OAP du PLU de Noisy-le-Grand. On a quelques éléments de contexte. On voit voilà, quand a été approuvé le document, quand est-ce qu'il a été pour la dernière fois modifié ou révisé. On a l'élément du document qui nous intéresse et puis on a la référence qui renvoie vers ce document. Donc l'intérêt, c'est vraiment de disposer d'exemples concrets pour s'inspirer voilà, dans votre document d'urbanisme. Donc ça, c'est pour le principe de la plateforme. Et je voulais quand même présenter quelques préconisations sur le fond, sur deux, trois thématiques. Donc la première, c'est sur la protection et la renaturation des cours d'eau. Donc je vous ai mis à gauche ce qu'on préconise dans Turbo pour les SCOT et à droite ce qu'on préconise pour les PLU dans le règlement. Donc en général, les SCOT, les PLU sont assez complémentaires, hein. C'est une échelle différente, mais c'est complémentaire. Donc pour les SCOT, on va demander de cartographier le plus possible les cours d'eau et leur espace de mobilité, donc à l'échelle d'un SCOT, au titre des continuités écologiques. Alors l'espace de mobilité, il peut être déjà cartographié, comme on l'a dit, par exemple par un SAGE ou par une association locale de protection de l'environnement. Il peut être cartographié directement par le SCOT qui aurait pris la peine de faire une étude trame verte et bleue et qui aurait intégré cet élément dans cette étude. Mais si jamais il n'y a pas de données qui existent,
on peut tout à fait décider de définir une sorte d'espace de mobilité par défaut avec une valeur en mètres de chaque côté qui puisse permettre de s'assurer de la bonne protection du cours d'eau et de son espace. On va demander aussi de définir les modalités de protection, donc de faire en sorte que les PLU sur le territoire du SCOT, bah, par rapport de compatibilité, voilà, se saisissent de ces modalités de protection. On va demander notamment d'encadrer le développement de l'urbanisation et de restaurer la continuité écologique. Donc voilà, vous avez l'exemple du SCOT de Bordeaux, qui notamment voilà, préconise de renforcer la continuité pardon, écologique des cours d'eau, avec des préconisations qui vont être un peu différentes selon la nature du cours d'eau, qu'on soit sur ce qu'ils appellent des fils d'eau ou bien des affluents majeurs. Voilà. Et donc à l'échelle du PLU, on va demander à ce que le cours d'eau soit le plus possible déjà cartographié sur le plan de zonage, parce que ce n'est pas le cas à chaque fois. Et on va demander qu'il soit classé le plus possible, soit en zone naturelle qui serait indicée, comme sur l'exemple ici, on voit que le cours d'eau qui s'écoule du nord au sud ou du sud au nord, je ne sais plus, il est classé en zone NR, donc zone naturelle inconstructible, qui correspondent aux berges des rues et des rivières. Euh, donc le plus possible cartographier le cours d'eau et son espace de mobilité, voilà, soit par un classement en zone naturelle, soit par un classement par d'autres outils du PLU qui existent, qui sont voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais le L151-23 qui permet de classer les éléments naturels, ou bien en espace boisé classé, c'est aussi possible. On va aussi demander de prévoir des bandes d'inconstructibilité de part et d'autre du cours d'eau avec des valeurs qui vont varier selon le niveau d'ambition du PLU. Et on peut également aussi voilà, mettre en place des emplacements réservés qui pourraient avoir pour but de renaturer potentiellement, de réouvrir des cours d'eau existants. Donc voilà ce qu'on préconise pour les cours d'eau. Ensuite, il y a aussi des préconisations sur les zones humides. Donc là, la même chose au niveau du SCOT, on va demander de cartographier et le plus possible d'identifier les fonctions des zones humides et de les hiérarchiser autant que possible en zones humides fonctionnelles, zones humides peut-être un peu plus secondaires. Et on va là aussi demander au SCOT de définir des secteurs d'inconstructibilité pour protéger ces zones humides. Et le plus possible, et sinon, lorsque ce n'est pas possible, de mettre en place une logique voilà, qu'on appelle ERC pour éviter, réduire, compenser. Et encore une fois, on va demander au SCOT d'inciter l'intégration de mesures de protection directement dans les PLU qui sont sur son territoire. Au niveau du PLU, qui est quand même l'outil le plus, voilà, peut-être le plus opérationnel, on va là aussi pouvoir classer les zones humides selon les différents outils à disposition. Euh, Ce qui importe vraiment au-delà du classement, évidemment, c'est que le plus possible de zones humides soient classées et qu'on associe au classement en question des règles, alors plus ou moins fortes. On peut aller, voilà, les collectivités sont assez libres dans le degré de protection qu'elles veulent mettre en place. Nous, ce qu'on va préconiser, c'est plutôt d'avoir au moins l'interdiction de remblaiement, d'exhaussement des sols, interdiction évidemment d'imperméabilisation, interdiction de drainage, voilà ce genre d'éléments que vous pouvez retrouver sur Turbo. Et pareil, on peut aussi mettre en place des emplacements réservés visant la renaturation de certaines zones humides. Et enfin, dernier exemple, là on est justement sur les éléments fixes du paysage dont j'ai déjà parlé, donc les haies, les alignements d'arbres et compagnie qui peuvent limiter les ruissellements. Ici, on a un bon exemple de complémentarité entre le SCOT et le PLU, puisque si on prend l'exemple qui est en bas à gauche de la diapo, du SCOT du Sud-Corrèze, le SCOT, lui, il impose par exemple que les haies soient implantées perpendiculairement à la pente dans les zones de forte pente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que peut faire le SCOT et c'est plus compliqué dans un PLUI. Dans un PLUI, on va demander évidemment de classer les éléments qui sont existants, pareil, avec un peu les mêmes outils que pour les zones humides ou autres. Donc ça peut être espace boisé classé, ça peut être des éléments plus précis comme le 151-23.
On peut encore avoir des emplacements réservés pour la renaturation euh, et également voilà, la création d'une trame d'éléments de paysage qui serait à créer. Donc voilà un peu pour le fond du sujet. Euh, tout ça pour dire que dans les documents d'urbanisme, il y a beaucoup de choses à protéger, à prendre en compte finalement, si on veut vraiment être compatible avec le SDAGE. C'est ce qu'on voit sur le nuage de mots à gauche. Sauf qu'il y a aussi en face énormément d'outils qui sont à votre disposition pour, euh, pour y arriver et pour améliorer la résilience des territoires. Euh, voilà, j'en ai terminé pour Turbo. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions. Donc, Sarah, je te Alors, laisse. oui, j'ai noté deux questions. Une première question qui est l'outil Turbo est-il adapté pour accompagner l'élaboration d'un zonage pluvial ou d'un schéma d'assainissement? Et sinon, existe-t-il d'autres outils adaptés? Euh, c'est pas le plus adapté. Non, c'est vraiment à destination des Scott PLU Turbo. Maintenant, vous trouverez dans Turbo énormément d'éléments sur la gestion des eaux pluviales, sur l'assainissement qui pourront vous aider à rédiger votre document, mais voilà, la rédaction de zonage pluviaux, d'assainissement n'est pas la cible de cœur de Turbo. Aurélie suggérait également d'aller voir sur le site de l'AST, peut-être pour avoir des guides sur les schémas d'assainissement et zonage pluvial. Mais Turbo peut donner quand même des idées. Voilà. Juste, Euh, j'ajoute que la DRIEAT, alors direction régionale, interdépartementale, au secours, de l'environnement, l'aménagement et des territoires, ou des transports, je ne sais plus, a rédigé une note justement sur les zonages pluviaux. Donc si ça peut peut-être vous intéresser, elle est très bien faite. Deuxième question, quelle est la réplicabilité, la transférabilité de Turbo sur d'autres bassins avec d'autres SDAGE? Alors, très bonne question que j'ai oublié de préciser au début. Effectivement, donc Turbo a été élaboré par Seine-Normandie et se base sur les dispositions du SDAGE Seine-Normandie et du PGRI Seine-Normandie. Voilà, cependant, les exemples qui sont sur Turbo de documents approuvés, ils proviennent de documents qui sont sur tout le territoire national. Donc, en soi, c'est pas spécifique au bassin Seine-Normandie. Et puis surtout, les problématiques, finalement, je ne sais pas si elles sont exactement les mêmes sur tout le territoire, mais elles se recoupent très largement. Donc, non, Turbo est vraiment à destination des collectivités et autres acteurs de tout le territoire et pas uniquement du bassin Seine-Normandie. Donc, merci encore pour cette question. Je peux éventuellement compléter. En fait, si j'arrive à mettre ma vidéo, voilà. En fait, effectivement, enfin, ce que vient de dire Quentin, hein, tout le monde peut utiliser Turbo. La seule contrainte, c'est que dans la page de gauche, là, vous aurez des références d'USDAGE Seine-Normandie. Donc, si vous n'êtes pas sur le territoire Seine-Normandie, bon, bah, c'est pas la bonne référence. Mais je pense que si vous feuilletez le SDAGE qui correspond à votre territoire, qui normalement doit avoir à la fin, c'est pareil, la liste de toutes les dispositions qui concernent les documents d'urbanisme. Vous retrouvez facilement la disposition qui est la même, mais rédigée différemment parce que c'est pas le même bassin. Il y a juste sur les territoires de montagne, alors là on est désolé, cette Normandie, on n'a pas traité des territoires de montagne, donc là effectivement ça vous sera peut-être de peu de secours. On n'a pas traité d'éboulements rocheux, d'avalanches, etc. Bon là, voilà, on est un peu en limite de nos compétences. Mais pour le reste, oui, je pense qu'on peut transposer soi-même sans trop de difficultés. Je ne vois pas d'autres questions, donc on peut peut-être passer la parole à nos collègues de Crépy-en-Valois. Oui. Alors, Eric Alexandre, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est tout bon. C'est bon pour nous. Du coup, bonjour à tous. Alors, pour commencer déjà, on va se présenter. Donc, moi, je suis Eric Morel. Je suis chargé de l'animation et de la promotion du développement durable à la ville de Crépy-en-Valois, au service environnement. Et on est deux au service environnement. Donc, il y a mon collègue avec moi, Alexandre Viecli, qui lui est chargé d'animation
environnement et développement durable. Euh, on fait globalement un peu les, les mêmes missions. Il est un peu plus calé que moi en urbanisme, mais je m'y colle quand même pour présenter l'intégration des enjeux de l'eau dans les documents de planification sur la ville de Crépy-en-Vallon. Du coup, on peut passer à la diapo suivante. Alors Crépy, c'est une ville d'environ 15 000 habitants, pardon. Bon, au dernier recensement, en fait, il y en avait un petit peu moins, mais aujourd'hui, on doit être autour de 15 000 parce qu'on a plusieurs programmes de construction de logements qui ont été livrés depuis, d'autres qui sont en cours de réalisation et plusieurs qui sont en projet à moyen terme. C'est une petite commune, une superficie de 16 km². On est à l'est de l'Oise, très proche de l'Aisne, en région Hauts-de-France. Et on va le voir sur... oui, je dis ça, mais en fait, on est aussi plutôt tourné vers Paris parce qu'on est très proche de Paris avec une liaison ferroviaire de 35 minutes les jours où ça va bien. Donc, pas souvent. On peut passer à la diapo suivante. On va voir qu'on est en fait en tête de bassin versant à Crépy. Et donc, alors, Crépy, c'est la... Alors, j'ai pas la main sur la souris, mais est-ce que... Voilà, Crépy, c'est... Merci beaucoup. C'est donc la commune qui est placée ici. On voit qu'on est tout en haut de... On voit le relief, on voit qu'on est en haut de cours d'eau. En tête de bassin versant, alors les rivières, on a la Sainte-Marie, puis l'Automne, et ensuite ça se déverse sur l'Oise, la Seine. Voilà. On est entouré de 4 grands massifs forestiers d'importance, avec Compiègne au nord, 15 000 hectares, la forêt de Retz à l'est, 13 000 hectares, Alat qui se trouve à l'ouest, beaucoup plus petit, 4 hectares, Ermenonville, tout en bas au sud, en bas à gauche. Et voilà, forêt d'Ermenonville. Alors, en tête de bassin versant, ça implique qu'on a une grande responsabilité vis-à-vis de toutes les communes qui sont en dessous de nous, notamment vis-à-vis de la ressource en eau, puisque toute l'eau qu'on ne va pas garder à Crépy, elle va se retrouver dans les communes situées en aval. Mince, c'est pas ça que je vais faire. Diapo suivante, merci. Ah, ça a bougé, mes petites flèches. Du coup, alors les enjeux de l'eau à Crépy, donc on peut en identifier 4 grands, on va dire, qui sont des besoins de croissance, mais en fait, on a une ressource limitée. L'eau, en fait, elle provient chez nous c'est comme dans plein de collectivités, hein, certainement, les mêmes enjeux, mais l'eau, elle provient à Crépy de 4 captages, tous situés sur une commune voisine. Et ces captages sont très sollicités. Et on arrive euh, probablement au maximum de leur capacité actuellement. Or, on a un SCOT qui prévoit une croissance démographique plutôt élevée de 0,8% par an, soit à l'horizon 2035, on serait à 17 000 habitants. Donc se pose la question de réaliser un 5e captage ou une révision du SCOT qu'on anticipe, on pense que ça va être à la baisse et que ça va permettre de soulager la ressource. Ensuite, on a une station d'épuration qui est en bon état, et même pas vieillissante, mais elle a quand même 22, 23 ans, qui a 18 000 équivalents habitants euh, par temps sec, et qui est dimensionnée pour 22 000 équivalents habitants en temps de pluie.
Vraiment, on est à 72% de sa capacité de traitement actuellement. Enfin, c'est des chiffres de 2021. Et elle reçoit 58% d'eau, d'effluents qui viennent du réseau séparatif, donc des eaux usées, et 42% en unitaire. Ensuite, on a Excusez-moi, le son est pas top. On n'a pas mince, le micro, s'éloigne, se rapproche. Enfin, il y a un truc bizarre. On vous entend un peu de manière hachée. c'est dommage. Je vais rapprocher l'écran. Là, c'est mieux. Alors, je continue. Merci. Donc, les eaux pluviales, alors à Crépy, on est connu pour ça. Il y a une volonté, une forte volonté qui se concrétise par de nombreuses actions depuis plusieurs années pour gérer les eaux pluviales au plus proche de l'endroit où, où la pluie tombe. Euh, et donc, à la parcelle. Et enfin, on est à Crépy, on a un patrimoine naturel très riche avec de la présence de nombreux espaces verts, deux parcs urbains, dont un qui est assez sauvage et qui comporte des zones humides. Et en dehors de ce parc, on a d'autres zones humides euh, sur lesquelles on porte beaucoup d'attention et on met en place des choses pour les protéger. Eh ben, oui, si tu veux, je veux bien. Ok. Je passe la parole à Alexandre, qui a envie de parler. Est-ce que tout le monde m'entend bien au cas où? Comme ça, Oui, oui, c'est bon. au niveau de la voix. Ok, très bien. Donc, récemment, on a fait du coup la révision du plan local d'urbanisme, parce que notre ancien était obsolète, il datait du coup de 2007. Donc, avant de faire la révision du plan local d'urbanisme, on va tout d'abord commencer par définir les grandes orientations donc, dans le projet d'aménagement et de développement durable, excusez-moi, auquel du coup je vous ai mis une carte qui a donc été insérée dans ce document-là, avec les grands axes environnementaux qui sont par exemple donc, sécuriser la ressource en eau, améliorer le système d'assainissement, préserver et valoriser la trame verte et bleue qui sont notamment définies par les flèches que vous voyez sur la carte, et aussi du coup les zones humides qu'on voit sur la partie nord-ouest de la ville, et aussi une partie qui est très très intéressante et qui nous tient beaucoup à cœur, nous, à la ville, c'est préserver les zones humides avec une politique progressive d'acquisition des parcelles, dont on y reviendra un peu plus tard, après, un peu plus dans le détail. Si on peut passer à la diapositive. Donc tout d'abord, on va commencer par la prise en compte de l'eau donc, dans les zones urbaines. Donc pour ça, il y a plusieurs axes sur lesquels on peut intervenir. On en a parlé déjà quelques fois, c'est la gestion des eaux pluviales. On peut aussi agir sur la partie donc, de l'assainissement, les orientations d'aménagement et de programmation. Donc Quentin en a parlé tout à l'heure avec la présentation de la plateforme Turbo, l'instauration d'un coefficient de pleine terre et l'acquisition de parcelles dont j'ai cité au niveau des orientations dans le PADD. Donc, tout d'abord, on va commencer par la gestion des eaux pluviales. Donc, il y a différentes motivations qui peuvent être si tu touches à tout mon diapo, moi je ne sais plus où j'en suis. Préserver par exemple la santé du végétal, arroser passivement, éviter le dessèchement des sols, économiser l'eau, se protéger des crues, inondations, lutte contre les îlots de chaleur, etc. etc. Enfin, il y a plusieurs axes sur lesquels on peut intervenir en faisant la gestion des eaux pluviales. Et du coup, ça bénéficie en fait à tout cet arc-là. Voilà. Donc, en 2019, on a donc rédigé un zonage pluvial. Donc, de ça, on en a défini plusieurs zones. Tout simplement, le but, c'est quelqu'un qui vient déposer une extension pour sa maison, bah, faut pas qu'il déverse plus de tant de litres par seconde à l'hectare sur sa parcelle, sinon son dossier est refusé. S'il déverse plus, bah, va falloir qu'il prenne en compte, par exemple, la mise en place d'une cuve ou d'un puisard pour pouvoir gérer ses eaux pluviales chez lui. Ce zonage pluvial, il s'applique principalement aux bâtiments existants parce qu'aujourd'hui, dans les nouvelles constructions, on demande à ce que l'eau pluviale soit gérée directement à la parcelle.
Voilà pour ce qui en est au niveau du zonage pluvial. Au niveau de nous, la ville, on fait quelques aménagements par rapport à ça. Donc, on a un quartier qui s'appelle le Clos des Charmes, donc un PC qui a été déposé en 2007 pour une réalisation, donc la fin du quartier en 2009. Et c'est un quartier assez particulier parce que celui-ci n'a pas de réseau d'eau pluviale. Donc, toute l'eau de pluie doit être directement gérée sur place. Donc, ça peut être par l'installation de noues, de bassins d'orage, de parking désimperméabilisé. Là, ici, on voit le principe du nid d'abeille, qui pour nous était une erreur, parce que comme vous voyez, c'est du plastique, et qu'avec le temps, bon, le plastique, ça se dégrade, ça se casse, et après, on en retrouve dans les espaces verts. Du coup, aujourd'hui, nous, notre solution, c'est d'utiliser, par exemple, les pavés drainants, qui sont beaucoup plus durables dans le temps. On a aussi d'autres exemples après. Ça va être sur, par exemple, l'aménagement des voiries. On vous a mis 3 exemples. Ça peut être l'inversion entre le trottoir et les espaces verts et aussi incliner légèrement les trottoirs. Donc, par exemple, quand l'eau de pluie vient tomber sur le trottoir, elle va venir ruisseler pour finir dans l'espace vert et pas directement dans le réseau d'eau pluviale. Ça apporte aussi un certain confort pour les riverains, comme ça, ils ne sont plus directement aux côtés de la route. On a aussi, je vais vous montrer directement l'exemple. Là, on voit bien l'inversion entre l'espace vert et la route. Donc, avec le trottoir qui est légèrement incliné pour permettre justement à l'eau pluviale de partir dans l'espace vert directement. Et non plus sur la voirie et finir dans le réseau d'eau pluviale. On a un autre exemple qui est intéressant, c'était juste devant la mairie. Souvent, dans plusieurs communes, on a ces principes avec des petits carrés, avec des arbres plantés dedans. Sauf que personne slalom entre ces carrés quand il marche sur un trottoir. Donc le but était tout simplement de recréer un espace vert tout du long avec le trottoir sur la partie gauche légèrement incliné pour toujours permettre à l'eau pluviale de venir finir dans l'espace vert. Aussi par rapport à la slide précédente, avant que j'oublie, souvent on voit un peu sur la photo à droite, au fond sur le trottoir de l'autre côté, là où les travaux n'ont pas encore été réalisés. Donc c'est toujours sur ce principe des carrés que les feuilles sont déjà jaunes. Or, sur le trottoir à laquelle est prise la photo, les feuilles sont encore vertes. En général, on remarque que grâce à ces petits aménagements-là, comme du coup il y a un apport en eau un peu plus important sur les surfaces qu'on désimperméabilise, les arbres gardent leurs feuilles en moyenne 15 jours plus longtemps que les autres. C'est un petit constat qu'on a pu faire ici en ville. Et sur d'autres quartiers aussi d'ailleurs. Est-ce que tu veux parler un peu des principes des cuves? Donc, avec le soutien de l'Agence de l'eau aussi, on a mis en place un projet de don de cuves aux riverains. Tout simplement, le but, c'est de pouvoir inciter les riverains à pouvoir récupérer l'eau de pluie, parce que voilà, l'eau de pluie, c'est gratuit, donc c'est une ressource précieuse aussi, donc pourquoi s'en priver? Donc, en 2021, il a été mis en place une campagne au jardin Jarros Malin, pour vous citer le titre. Et le but, c'est que voilà, les riverains pouvaient faire une demande en mairie pour l'acquisition de cuves que la mairie, du coup, mettait à distribution, donnée en fait aux riverains. Et en quelques semaines, on a eu plus de 1000 demandes au total. Donc, c'est une opération qui a très, très bien marché par rapport à cela. J'ai plus le chiffre exactement. On a plus de 500 mètres cubes, une fois qu'ils sont tous pleins, c'est 500 mètres cubes qui se retrouvent stockés et non plus sur la voirie. Donc c'est toujours ça qui finit pas dans les réseaux à l'heure actuelle, quoi. Au niveau de l'assainissement, bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'après je vais sortir de mon domaine de compétences. Aujourd'hui, ce qu'on fait principalement en ville, c'est la mise en séparatif des réseaux d'assainissement. Et ce qu'on propose lorsqu'on refait du coup cette fameuse mise en séparatif, chose qu'on a fait sur une rue très récemment avec l'agence de l'eau, c'est qu'on a proposé aux riverains, pour se mettre en conformité, de bénéficier d'une subvention grâce à l'agence de l'eau de 3 000 euros pour se mettre en conformité, et ils pouvaient bénéficier de 1 000 euros supplémentaires s'ils déconnectaient complètement, s'ils se déconnectaient complètement du réseau d'eau pluviale. Donc, par exemple, par l'installation d'une cuve de récupération d'eau pluie ou d'un puisard chez eux. Voilà, c'est toujours des petits coups de main aussi qu'on donne
aux riverains pour pouvoir gérer leurs eaux pluviales à la parcelle. Voilà par rapport à ça. Puis après, c'est toute une série aussi de sensibilisation avec notre entreprise de gestion des eaux. Au niveau des OAP, donc là, je vous ai mis l'exemple de l'OAP qui est pour nous la plus importante au niveau de la ville, donc l'OAP du quartier Gare. Souvent, on va y retrouver les mêmes choses sur toutes nos autres OAP, c'est qu'on demande exclusivement à ce que toute la gestion des eaux pluviales soit gérée à la parcelle. On demande aussi à ce qu'il y ait un coefficient de pleine terre mis en place à hauteur de 25%. Et même si ça paraît pas énorme, sur 100 mètres carrés de pleine terre, on demande à ce qu'il y ait un arbre de haute tige de planter. Alors, l'avantage dans les OAP, c'est qu'on peut définir un peu les zones et la surface un peu des espaces verts qu'on décide. On peut très bien demander à ce qu'il y ait une préservation ou la mise en place d'une continuité écologique. On peut définir l'emplacement d'alignement d'arbres, définir des principes de voie. Ça, c'est tout à fait jouable, évidemment. On peut aussi demander à ce qu'il y ait, par exemple, au niveau des toitures, qu'elles soient exclusivement toitures terrasses, avec des toitures végétalisées ou photovoltaïques. Voilà, c'est vraiment sur tous ces domaines-là dont on va pouvoir jouer au niveau des OAP. Et du coup, la partie qui nous intéresse le plus, c'est par rapport aux zones humides. Donc, dans le PLU de 2007, en fait, on avait plein de zones naturelles. Donc, on avait des zones NA, NB, qui avaient chacune un caractère différent. Le but en 2024 a été du coup de simplifier le zonage en classant toutes les zones N en une seule zone. Donc, cette zone N, euh, avant d'aller trop vite, je papillonne un peu, excusez-moi. Au niveau du PLU de 2007, il avait déjà été défini donc un emplacement réservé sur une zone humide qui montrait en fait la motivation de la commune pour acquérir des parcelles en zone humide pour pouvoir les restaurer et les préserver en fait et pratiquer en fait ce qu'on appelle la phytoépuration en amont en fait de la station d'épuration. Donc pouvoir améliorer la qualité de l'eau. Et le problème avec un ER, c'est que on ne peut pas préempter des parcelles en zone naturelle et en zone agricole. Donc pour ça, du coup, la commune a décidé de passer une convention avec la SAFER pour pouvoir acquérir les DIA et demander justement à préempter ces zones-là. Donc en 2007, l'ER faisait à peu près une superficie de 2,3 hectares. Vous avez les parcelles là qui sont notées, c'est les parcelles qu'on a acquis petit à petit dans le temps. Donc ça prend du temps, mais petit à petit, voilà, on arrive à en acquérir quelques-unes. Et du coup, en 2024, on va pouvoir passer, euh, on s'est montré beaucoup plus ambitieux sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a étendu tout l'emplacement réservé au niveau sur tout le long de la vallée. Et on en a profité aussi également pour créer un nouveau secteur, donc le secteur NH, donc naturel humide, auquel on a en même temps profité pour associer donc, notre syndicat de bassin versant, le SAGEBA, en tant que personne publique associée. Et aussi, on leur a demandé justement de nous transmettre leur cartographie des zones humides pour pouvoir justifier notre zonage. Donc, notre zonage est totalement basé sur la cartographie de notre syndicat de bassin versant. La petite caractéristique des zones humides, c'est qu'elles sont totalement inconstructibles. Il y a seules les reconstructions à l'identique après un sinistre qui sont autorisées. Sachant que si vous avez une demande de dossier pour une demande de reconstruction à l'identique après un sinistre dans un périmètre de monument historique, il y a quand même un dossier à mettre en place. Et là, la ABF peut bloquer la reconstruction. Donc, on avance un peu trop vite, excusez-moi. Donc là, le R, il est quand même passé de 2,3 hectares à 22,7 hectares, ce qui est quand même une augmentation assez conséquente pour le coup au niveau de l'emplacement réservé. Donc toujours avec cette politique d'acquisition en fait, des parcelles pour améliorer que ce soit la qualité de l'eau, favoriser la biodiversité. Voilà. Là, normalement, on va pouvoir passer.
Ok. On sort un peu du domaine des outils de planification, mais on peut aussi agir au niveau de l'eau avec la gestion différentielle des espaces verts. Je vous ai mis en haut à droite une image thermique qu'on a pris en photo il y a 2 ans lors des canicules quand on a eu 40 degrés dans le coin. Et en fait, c'est tout simplement pour vous montrer qu'une zone laissée en libre évolution comme le fauchage tardif, eh ben, on remarque qu'en moyenne, il y a 10 degrés de différence avec un gazon qui est tendu constamment. Et on voit qu'en fait, grâce à cela, les plantes entre elles produisent de la transpiration, donc de l'humidité, et permettent de garder de l'eau dans le sol. Donc c'est surtout ça que je voulais vous montrer à la fin, comme quoi aussi la gestion différenciée permet d'agir sur l'eau et de manière pas négligeable. Voilà, voilà. Tu avais des choses à rajouter? Voilà, grosso modo. J'ai noté des questions que je Tout à vais fait. vous lire, peut-être. Alors, il y avait une première question qui est, pouvez-vous préciser les options proposées pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle? Faites-vous des recommandations dans ce sens dans les documents d'urbanisme? D'accord. Alors, au niveau des documents d'urbanisme, généralement, nous, ce qu'on propose, c'est soit la mise en place de cuves de récupération d'eau de pluie ou la mise en place d'un puisard. Souvent, les riverains peuvent contacter. Nous, on a de la chance de notre côté, c'est que notre entreprise qui gère l'accès à l'eau potable et l'eau en général, donc la SOR, conseille facilement aussi les riverains à ce sujet-là. Sinon, vous avez une entreprise avec qui nous, on a beaucoup l'habitude de travailler, c'est l'Adopta, qui est très au courant sur ces sujets-là et qui, je pense, se feront une joie de pouvoir vous aider sur toutes ces questions. Et puis juste, vous avez aussi dans certains secteurs des obligations de pleine terre. Oui. Alors, au niveau du coefficient de pleine terre, on n'a pas fixé le même pourcentage en fonction des zones parce qu'on a des endroits qui sont plus ou moins densifiés. Par exemple, on n'a pas décidé de mettre un coefficient de pleine terre au niveau du centre ancien parce que c'est hyper densifié et ce ne serait pas pertinent. Par contre, on a un pourcentage plus ou moins élevé en fonction de si on est en zone de faubourg ou si on est en zone pavillonnaire. Et au niveau du coefficient de pleine terre aussi, on a précisé que tout ce qui est parking en pavé drainant ou en evergreen, toiture terrasse, tout ça ne peut pas être pris en compte dans le coefficient de pleine terre. Donc c'est vraiment du pleine terre sans rien, sans revêtement. Il y avait une autre question qui était quel est le poids de la préservation des milieux naturels dans la politique foncière de Crépy-en-Valois? Comment réussissez-vous à obtenir des emprises foncières pour la restauration des cours d'eau et zones humides, donc les fameux emplacements réservés, pour la protection des ressources et pour la protection des ressources en eau, comment le traduisez-vous dans votre PLU? Alors, on va essayer de reprendre au début. Au niveau de l'acquisition des parcelles en zone NH, donc comme je vous l'ai dit, tout d'abord, on a placé un emplacement réservé, puis on a passé une convention avec la SAFER. L'emplacement réservé, lui, il va avoir la particularité, du coup, c'est de refuser en fait toute demande d'aménagement, que ce soit par rapport à une clôture ou autre. Et en fait, grosso modo, c'est un peu pousser les gens à vendre leurs parcelles. Bon, c'est des choses qui prennent du temps, mais petit à petit, au fur et à mesure des années, on finit par acquérir des parcelles sur le long terme. Euh, pour l'instant, au niveau de ces parcelles-là, comme vous l'avez vu sur le schéma, là, on parlait de l'emplacement réservé sur le PLU de 2017, on a quand même des parcelles qui sont assez placées à droite et à gauche. Pour l'instant, on n'en fait rien, on les laisse évoluer tranquillement. On voit que c'est des roselières qui reprennent un peu leur place. Bon, voilà, c'est intéressant, mais on est en discussion avec le Conservatoire d'espaces naturels qui nous a proposé justement de prendre en gestion le site si on arrive à avoir 1 hectare de zone humide d'un seul tenant, en fait. Donc pour pouvoir les restaurer, les entretenir comme il le faut. Puis on est régulièrement aussi en discussion avec le SAGEBA par rapport à ces zones-là, quoi. Il y avait une deuxième partie dans la question que j'ai peut-être plus en tête aussi. Alors, c'était comment réussissez-vous à obtenir les emprises foncières et à protéger les ressources en eau? Comment le traduisez-vous dans votre PLU?
Donc au niveau des emprises foncières, c'est la SAFER qui du coup va nous transmettre les DIA, donc les déclarations d'intention d'aliéner, et qui vont tout simplement nous demander est-ce qu'on souhaite préempter cette parcelle, donc qui est située en zone N ou en zone A. Et nous, en fonction de notre réponse, on préemptera ou non, tout simplement, au niveau de comment est-ce qu'on arrive à avoir les emprises foncières par rapport à ça. Merci. Alors moi, j'avais une question moi-même, donc Oui, je me permets de vous la poser. Bon, déjà, très merci bien. beaucoup pour votre exposé, parce que ça illustre bien de manière très concrète, en fait, tout ce qu'on a dit qui était un peu théorique. Et donc, voilà, ça, je pense que ça complète bien. J'ai peut-être été un Moi, la peu... question, c'était en fait, dans toutes les prescriptions que vous imposez donc, sur le traitement de l'eau à la parcelle et qui concernent finalement des parcelles privées, est-ce que Mhm. vous constatez que ces prescriptions sont bien appliquées, bien suivies? Alors, quand il y a une subvention de l'agence de l'eau, on peut supposer que c'est suivi, mais quand il n'y a pas de subvention, quand c'est juste une obligation, est-ce que c'est bien suivi? Est-ce que vous avez des moyens d'obliger soit les particuliers, soit des entreprises, hein, à suivre ces prescriptions? Merci. Alors, est-ce que vous pouvez juste répéter le début de votre question, s'il vous plaît? Oui, dans le PLU, donc il y a des prescriptions hein, Oui, sur le traitement de l'eau à la parcelle, des débits bien de fuite sûr, oui, maximales, des oui, choses comme ça. tout à Et donc fait, ces prescriptions, alors si c'est un terrain qui appartient à la commune, j'imagine que c'est pas compliqué de les respecter. tout à Quand le fait. terrain appartient à un privé, d'autant plus si c'est un particulier, est-ce que vous constatez que c'est vraiment respecté dans 100% des cas, 80%, 50% des cas? Et si c'est pas respecté, est-ce que vous avez les moyens de l'imposer par des moyens de police ou autres? Mais après, nous, de toute façon, ça va surtout être en fonction de l'emprise au sol. On va pouvoir intervenir et si on voit euh, que ça dépasse en fonction de ce qu'on peut faire, nous, on va refuser que ce soit le permis d'extension ou autre. Et si malheureusement cela est fait, ce sera malheureusement un PV d'infraction qui partira directement au procureur de la République. Nous, pour nous, c'est notre seul moyen d'intervenir. Oui, je vois une autre question. La Oui. gestion des eaux pluviales à la parcelle est-elle obligatoire? Et si oui, quel est le texte qui l'indique et de quand date-t-il? Alors, la gestion de l'eau pluviale à la parcelle n'est pas obligatoire, juste nous, c'est une motivation qu'on a en mairie. Et par exemple, quand on définit nos OAP, c'est ce qu'on demande aux riverains de gérer directement, enfin à l'aménageur plutôt, à ce que l'eau pluviale soit gérée directement à la parcelle. Là, comme vous l'avez vu sur les slides précédents, quand on parlait un petit peu de la mise en séparatif des réseaux d'assainissement, on proposait justement aux riverains une subvention de 1 000 € supplémentaires s'ils se déconnectaient totalement du réseau d'eau pluviale. Voilà, le but est aussi un peu de motiver les gens. Et au niveau des OAP, là où on peut, c'est un peu jouer sur notre degré d'exigence, où on veut que par rapport à ce point-là, il faut vraiment que ce soit conforme à l'OAP par rapport à ce qu'on a écrit. Et moi, j'ai une petite question aussi. Et vous avez un Oui. sage sur votre territoire, sauf Oui. erreur. Et du coup, comment vous collaborez avec le sage en matière Alors, de... pour ça, on est très très souvent en contact avec donc du coup notre syndicat de bassin versant que le Solgeba. Et d'ailleurs, lors de la définition en fait des zones naturelles humides, on les a en même temps euh, insérées dans la liste des personnes publiques associées consultées pour le PLU. Donc, ils ont eu aussi un avis à rendre au même titre que le département, la région, etc. Une question qui est, avez-vous utilisé Turbo pour votre PLU? Alors, non, pas du tout. Honnêtement, on n'avait pas encore connaissance de de cet outil-là. Donc non, pour le coup, non. Mais en ayant écouté les différentes interventions, parce que pour ça j'ai pris des notes en même temps. Enfin, c'est un outil super, franchement, pour accompagner les communes. Même ne serait-ce que pour définir les zones humides sur notre terrain, ça pour voir ce qu'on peut mettre aussi en place. Euh, franchement, c'est top.
ce qui a été fait là. Ça donne envie de refaire le plus tout de suite. On va peut-être éviter, c'est quand même un gros travail, hein, c'est Alors, alors bon, j'ai des félicitations à vous transmettre de la part d'un collègue qui vous félicite d'avoir réussi à multiplier par 10 votre emplacement réservé. Et j'ai une question qui est, le zonage pluvial est-il annexé au PLU et ses Oui, prescriptions reprises dans le règlement du PLU? oui, oui, le zonage pluvial est annexé donc justement au PLU. Tout à fait. Je ne vois Et pas tout est d'autres retransmis. questions. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Non. Non, pas spécialement. Non. Du coup, je vais vous faire quelques mots de conclusion. Alors déjà, pour vous dire que si vous identifiez des contenus intéressants comme le document de Crépy-en-Valois d'ailleurs, à verser sur la plateforme Turbo, ou alors si vous avez des suggestions concernant le site, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez donc, vous avez une adresse qui est turbo@aesn.fr ou alors l'adresse de Quentin Duval, duval.quentin@aesn.fr. Et ce que je voulais vous dire aussi pour conclure, c'est que face aux impacts du changement climatique qui vont s'accroître malheureusement en termes de pluies fortes susceptibles de provoquer des érosions, des coulées de boue, des inondations qui vont accroître également les sécheresses. Il est vraiment temps d'œuvrer pour une véritable intégration de l'eau dans les documents d'urbanisme. Et comme on l'a vu, donc il existe des outils pour mieux tenir compte de ces enjeux. Et voilà, donc à vous de jouer. L'enjeu est immense. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Encore merci à toutes et tous et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir suivi. Merci aux collègues d'avoir présenté. Et puis merci encore à Eric et Alexandre de Crépy-en-Valois d'avoir présenté leur PLU. Merci à tous. Donc Quentin, tu m'entends? C'est toi qui as Oui, la main pour couper l'enregistrement. oui, oui. Et tu prends bien le temps de prendre le chemin pour l'enregistrer